Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussan. Au menu cette semaine, au Burkina Faso, la première chirurgie maxillo-faciale en Afrique de l'Ouest francophone a été réalisée dans le cadre d'une campagne de chirurgie de ce type axée sur les enfants et adolescents. Au Cameroun, les autorités sanitaires envisagent de développer et promouvoir une industrie pharmaceutique locale. Une concertation a eu lieu entre le ministère de la Santé publique et les représentants des industriels locaux et des grossistes. Au Togo, la vaccination contre la Covid-19 sera désormais étendue aux enfants de 12 ans et plus, ainsi qu'aux élèves à partir de la classe de 6e. Ainsi en ont décidé les autorités sanitaires. La consommation des insectes comme le criquet est-elle dangereuse pour la santé humaine ? Peut-on consommer tout type de criquet et quels en sont les bienfaits éventuels ? Réponse dans la rubrique Kesako. Et puis l'agenda scientifique de la semaine, ce sera comme d'habitude en fin de magazine. Bienvenue à tous. Des médecins burkinabés, en collaboration avec leurs confrères français de l'ONG La Chaîne de l'Espoir, ont réalisé avec succès la première chirurgie maxillo-faciale en Afrique de l'Ouest francophone. Cette campagne de chirurgie réparatrice des articulations de la mâchoire, qui a débuté le 23 janvier dernier, concerne une quarantaine d'enfants et adolescents. Les détails avec Abdelaziz Nabaloum à Ouagadougou. Cette première chirurgie maxillo-faciale qui s'est réalisée avec succès sur la patiente âgée de 16 ans va concerner aussi 39 enfants. Nassi Zoetenga, chef de l'unité de chirurgie maxillo-faciale de l'Université de Dijon et chef de la mission médicale de l'ONG La Chaîne de l'Espoir. Il s'agissait d'une personne qui a eu une fracture de la mâchoire il y a plusieurs années, depuis l'enfance. Et après, petit à petit, qui n'arrivait plus à ouvrir la bouche. Donc, qui avait déjà été opéré 2 fois. Et les 2 premières fois, ça a été un échec. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, l'os se reconstituait au niveau de l'articulation de la mâchoire. Et donc, après, la personne ne pouvait plus du tout ouvrir la bouche, ce qu'on appelle une ankylose. La seule solution, c'était de mettre une prothèse, comme quand on met une prothèse de hanche ou de genou. Cette campagne de chirurgie réparatrice première du genre en Afrique de l'Ouest francophone permettra aux enfants et aux adolescents de bénéficier gratuitement d'un traitement et d'une réhabilitation des pathologies acquises et congénitales de la face, de la bouche et des maxillaires. Aussi, au terme des interventions chirurgicales, tous les patients recevront une prothèse totale des articulations de la mâchoire pour leur permettre de recouvrir progressivement l'usage complet de la mâchoire. Le plus dur, ce sont les 3 premiers mois où on est gonflé, on a du mal à ouvrir la bouche. Il y a des moments où ça dégonfle un peu, mais ça reste quand même bien gonflé. Et puis après, au bout entre 9 mois et 1 an, les choses vont rentrer dans l'ordre. Il y aura moins de cicatrices. La personne va retrouver un visage un peu moins gonflé, il y aura moins de douleur et tout. Mais il faut compter à peu près 1 an pour pouvoir remanger ce qu'elle souhaite. Outre cette campagne, l'ONG La Chaîne de l'Espoir prévoit dans les prochains mois des missions médicales pour soulager des centaines de patients souffrant de pathologies maxillo-faciales. Abdelaziz Nabaloum, Ouagadougou, pour Santé, Sciences et Développement. Au Cameroun, les autorités sanitaires réaffirment leur volonté de développer et de promouvoir une industrie pharmaceutique locale. Le sujet était au centre d'une concertation à Yaoundé entre le ministère de la Santé publique et les représentants des réseaux des industriels locaux et des grossistes. Les précisions de Béatrice Kazé à Yaoundé. Selon des statistiques fournies par la direction de la pharmacie, du médicament et des laboratoires du ministère de la Santé publique et par des industriels locaux, 2% des produits pharmaceutiques retrouvés sur le marché camerounais sont produits localement et 98% des médicaments proviennent des importations. Cette forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur se justifie entre autres par les importations des matières premières, des difficultés à obtenir les autorisations de mise sur le marché et l'accès au financement. Pour Stéphane Akwa, chercheur à la Fondation Polangoela à Yaoundé, la crise sanitaire mondiale provoquée par la pandémie de Covid-19 a révélé la nécessité de développer une industrie pharmaceutique locale. Toutefois, il rappelle que la réussite d'un tel projet passe par certains préalables. L'idée donc de fournir des médicaments
à partir d'unités locales de production est une idée qui semble évidente et qui aujourd'hui, étant donné les constats que l'on a pu faire, relève effectivement des nécessités. Mais annoncer cela sans qu'il y ait eu un long travail préalable de préparation, d'examination des conditions à la fois industrielles, est-ce que nous avons rapidement la possibilité de réunir, de quoi établir un réseau de production de médicaments avec les techniciens afférents pour faire tourner ces unités de production. Et s'il n'y a pas eu cette analyse, s'il n'y a pas eu l'examen de notre possibilité au plan économique, au plan financier, d'établir ce système de protection, je crois qu'on reste là encore, je le redis, dans une réponse, une annonce qui vient opportunément. Au cours de la concertation tenue à Yaoundé, plusieurs mesures ont été prises par le ministère de la Santé publique afin de développer et de promouvoir des produits pharmaceutiques locaux. Parmi celles-ci, l'allègement des procédures de délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits fabriqués localement, la réduction du délai de délivrance des agréments, la promotion de la production et l'utilisation des matières premières locales, ainsi que la promotion de l'industrie pharmaceutique locale par la définition des quotas de commande par les grossiste. Béatrice Kazé, Yaoundé pour Santé, Sciences et Développement. Au Togo, le gouvernement a décidé d'étendre la vaccination contre la Covid-19 aux enfants de 12 ans et plus et aux élèves à partir de la classe de 6e. Cette décision des autorités vise à rompre la chaîne de contamination du virus. Correspondance à Lomé de Nada Ibrahim. Après le personnel de santé, les personnes de 50 ans et plus, ceux de 18 ans et plus, c'est au tour des enfants de 12 ans et plus de recevoir leur vaccin contre le coronavirus. À en croire Komi Adjo, professeur agrégé en pneumonie, c'est une initiative tout à fait normale, juste qu'en début de campagne, il fallait procéder par sélection. En matière de Covid, on savait et on sait que les sujets âgés sont à risque de mourir de la maladie. Il était nécessaire de cibler une fois que cette offre a été faite et qu'on a encore de possibilités d'offrir à d'autres couches. On va étendre progressivement. On a beau dire que Covid n'est pas très dangereux chez l'enfant, mais Covid touche les enfants. Sur les 200 et quelques patients décédés de Covid qu'on a enregistrés dans le pays, on a quand même au moins 6 enfants de moins de 14 ans qui sont morts. Les parents donneront leur accord pour l'administration des doses aux mineurs. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Quelle est leur position? C'est pas possible et jamais mon enfant ne doit parler. Même à l'école, si j'ai appris ça, je dois aller avertir ses enseignants. Je ne suis pas d'accord. Non, ils n'ont qu'à patienter d'abord. Je ne suis pas d'accord que moi, mes enfants aillent se vacciner. Non, il faut que l'État revoie ça. Donc, à le faire. À mon humble avis, je suis parfaitement d'accord avec ça. L'OMS ne peut pas accorder ce qui n'est pas bon pour le monde entier. C'est par un accord de l'OMS que cette décision a été prise. Même il semble que, d'après les enquêtes, il y a même des pays qui vaccinent jusqu'à 5 ans. Pourquoi pas les 12 ans chez nous au Togo ici? Ça a commencé. Si les autres mouraient, peut-être que je devais le constater avant d'interdire à mes enfants. L'autorité précise que la vaccination des enfants contre la COVID-19 n'est pas obligatoire mais fortement recommandée. Nada Ibrahim, Lomé pour Santé, Sciences et Développement. Kesako, qu'est-ce que c'est? Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts. La question de cette semaine nous est posée par une auditrice du Niger. Écoutons-la. Bonjour Saïdef.net. Je m'appelle Oumulher Abdourrahim, étudiante à Niamey au Niger. Je voudrais savoir si la consommation des insectes, notamment des criquets, est-elle dangereuse pour la santé? Peut-on consommer tout type de criquets et quels sont les bienfaits des criquets? Merci. Direction Niamey pour retrouver Diallo Issaka Amadou. Bonjour Diallo. Bonjour Sylvie. Vous êtes notre correspondant au Niger. Dites-nous, la consommation de criquets est-elle fréquente sur place? Et quelle réponse avez-vous obtenue à la préoccupation de notre auditrice? Le criquet est devenu aujourd'hui comme une denrée alimentaire consommable par une bonne partie de la population nigérienne. En effet, il existe une variété de criquets au Niger, mais ceux qui peuvent être consommés par la population sont connus. Néanmoins, les consommateurs les consomment sans pour autant savoir les conditions dans lesquelles les criquets sont capturés, car il arrive souvent qu'on utilise des substances toxiques pour leur capture et cela peut constituer un danger pour l'organisme.
Écoutez donc les explications du Dr Abou Abdourahmane, médecin-chef du district sanitaire à Niamey 3. Docteur Abou, la consommation des insectes, notamment des criquets, est-elle dangereuse pour la santé? Effectivement que la consommation donc des insectes tels que les criquets, elle n'est pas aussi dangereuse pour la santé en fonction de type donc d'insectes donc qui a été visé, parce que certains peuvent être toxiques pour l'organisme, d'autres peuvent être non toxiques pour la consommation habituelle. Donc il y a un certain nombre donc de types donc d'insectes de criquets qui sont assez acceptables donc dans la consommation, et ceux-là vraiment même la consommation elle est tout à fait bénéfique. Pourquoi? Parce que le criquet est une grande source de protéines donc pour le corps humain. Peut-on consommer tout type de criquet? Je ne vais pas dire qu'il faut consommer tout type de criquets, parce que c'est des insectes en fait qui ont une très grande variété, et il faut étudier les cas de ces insectes-là pour voir s'ils n'ont pas de toxicité. Mais je suppose que les services donc de la protection de l'environnement sont plus à même donc de répondre à ces types de questions. Quels sont donc les bienfaits des criquets? Comme j'avais cité en fait donc les criquets est une grande réserve donc de protéines donc et d'énergie pour le corps. Donc ça veut dire que donc leur consommation vraiment peut apporter un grand bénéfice, donc il peut compléter donc l'alimentation humaine. Mais seulement c'est qu'il faut être vraiment prudent dans la consommation. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas maintenant ces insectes-là qui ont été capturés, comment ils ont été capturés, quelle était donc la méthode utilisée pour pouvoir les capturer. Parce que nous avons vu que certaines populations peuvent utiliser des produits toxiques afin donc de capturer ces criquets, et ces produits peuvent rester dans l'organisme donc du criquet, même étant mort, peuvent donc exposer l'organisme humain a des sévères conséquences lorsqu'on y prend garde. Mais il y a aussi donc l'hygiène aussi donc qui doit être portée par rapport à sa consommation. Donc tous ces aspects-là rentrent vraiment dans un cadre en fait où il va falloir donc se prémunir afin donc d'avoir un meilleur avantage donc de la consommation de ces insectes-là. Sinon en tant que tel, vraiment donc ils sont tout à fait donc acceptés et ils sont tout à fait bénéfiques pour l'alimentation humaine. C'était le docteur Abou Abdourahmane, médecin-chef du district sanitaire de Niamey 3, au micro de Diallo Issaka Amadou, notre correspondant au Niger. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le +221 77 846 54 34. Je répète, le +221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email, c'est celle-ci, podcast@sidef.net. Podcast s'écrit PODCAST et Sidef s'écrit SCIDEV. Je répète, podcast@sidef.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. C'est l'heure de découvrir le contenu de l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Taïrou. Bonjour Bilal. Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs. Nous sommes impatients d'entendre la sélection de cette semaine. À l'agenda cette semaine, le 14 février, 2 événements à retenir parmi ceux organisés par l'OMS. Nous aurons dans un premier temps la toute première réunion des experts du groupe consultatif technique pour la mesure, le suivi et l'évaluation de la décennie des Nations Unies sur le vieillissement en bonne santé. Ensuite, saisissant l'occasion du 14 février où est célébrée la fête de Saint-Valentin, l'OMS organisera également un webinaire sur la santé sexuelle et de reproduction ainsi que le plaisir et les droits sexuels. Les experts qui seront invités saisiront l'opportunité pour aborder les questions liées au maintien d'une parfaite santé sexuelle au sein d'un couple et entre des partenaires. Je précise que ces deux événements sont organisés le 14 février par l'OMS et les détails se trouvent sur le site de l'OMS, le www.who.int. Ensuite, au Cameroun, il y aura le 13e congrès scientifique de la Société camerounaise de cardiologie qui est prévu du 9 au 11 mars 2022. Le congrès aura pour thème le rhumatisme articulaire aigu et ses complications, stratégie de lutte. Les renseignements s'obtiennent au secrétariat de l'événement à l'adresse scardiologie237@yahoo.fr. Je répète, scardiologie237@yahoo.fr. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. C'est lui.
Merci Bilal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro du magazine Santé, Sciences et Développement. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau magazine, même heure, même fréquence. Au revoir. Cette émission est disponible en podcast sur le site scidev.net/fr. Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le Centre de recherche pour le développement international, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.